Le 3 mai 2007, une station balnéaire tranquille au Portugal, la Praia da Luz. Pour la famille McCann, ce devait être des vacances idylliques, un répit bien mérité loin du rythme effréné de leur vie de médecin au Royaume-Uni. Mais en l'espace de quelques heures, ce paradis s'est transformé en un enfer personnel et en l'épicentre de l'une des affaires de disparition les plus médiatisées et les plus déroutantes de l'histoire moderne. Une petite fille britannique de 3 ans, Madeleine, s'est volatilisée de son lit. Ce qui a commencé comme une alerte angoissée dans un complexe hôtelier est devenu une énigme mondiale, une blessure ouverte qui, près de 2 décennies plus tard, refuse de se refermer. Comment une enfant a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces d'un lieu supposé sûr? Au fil des ans, cette question a consumé des enquêteurs de 3 pays, coûté des dizaines de millions en financement public et privé, et a déchiré des vies. Des pistes prometteuses se sont révélées être des impasses, des témoins cruciaux ont été discrédités et des suspects ont été nommés puis innocentés, laissant derrière eux un sillage de controverses et de cœurs brisés. L'affaire Madeleine McCann est bien plus qu'un simple fait divers. C'est une histoire sur la faillibilité des enquêtes, la cruauté de l'opinion publique et la douleur infinie de parents piégés dans des limbes insoutenables. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce mystère. Nous allons reconstituer minute par minute la nuit de la disparition. Nous analyserons les erreurs critiques qui ont handicapé l'enquête dès le début. Nous examinerons les preuves qui ont transformé les parents en suspects. Et nous suivrons la piste qui mène aujourd'hui à un prédateur sexuel allemand condamné. C'est une histoire complexe, pleine de rebondissements et de fausses pistes, une histoire qui soulève des questions troublantes sur la justice et la vérité. Si vous voulez comprendre les rouages de cette affaire qui a captivé le monde entier, restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner à Traces perdues pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies. Pour comprendre comment une telle tragédie a pu se produire, il est impératif de disséquer la séquence des événements de cette soirée de printemps dans l'Algarve. Chaque détail, chaque décision, chaque minute qui passe est une pièce du puzzle. Le décor lui-même, le complexe Ocean Club à Praia da Luz, est le premier personnage de ce drame. La famille McCann séjournait dans l'appartement 5A, une unité située au rez-de-chaussée. Le soir, Kate et Jerry McCann dînaient avec un groupe d'amis qui seront plus tard surnommés les Tapas 7, au restaurant en plein air du complexe. Ce restaurant se trouvait à une distance d'environ 55 à 82 mètres de leur appartement. Une distance qui peut sembler courte, mais qui n'était pas directe. Il fallait emprunter une voie publique pour atteindre les portes du complexe, puis le traverser jusqu'au restaurant. Depuis leur table, les parents ne pouvaient pas voir la porte d'entrée de leur appartement, seulement une partie du toit de l'immeuble. Un détail technique s'est avéré d'une importance capitale. Les portes-fenêtres du patio de l'appartement ne pouvaient être verrouillées que de l'intérieur. Comme les parents avaient prévu de vérifier régulièrement leurs enfants, Madeleine et ses jeunes frères et sœurs jumeaux, Sean et Amelie, ils ont pris une décision fatidique. Ils ont laissé ces portes fermées, mais non verrouillées, avec les rideaux tirés pour faciliter leurs allées et venues. Cette décision, motivée par la commodité, a créé une faille de sécurité béante. Elle révèle un décalage critique entre la sécurité perçue du complexe, une sorte de bulle de vacances, et les risques réels posés par la proximité de la voie publique. Cette erreur de calcul, née d'un faux sentiment de sécurité, a offert à un intrus l'opportunité tragique qu'il attendait. La soirée s'est déroulée selon une routine établie par le groupe tout au long de la semaine. Vers 19h, les enfants McCann ont été mis au lit. Madeleine portait un pyjama rose et blanc distinctif à l'effigie de bourriquet et dormait avec sa peluche préférée, Cuddle Cat. La dernière photo connue d'elle, vivante et souriante au bord de la piscine, a été prise à 14h29 ce jour-là. À 20h30, Kate et Jerry ont quitté l'appartement pour rejoindre leurs amis au restaurant. Vers 21h05, Jerry McCann est allé vérifier les enfants. Il les a trouvés endormis. Il a remarqué que la porte de leur chambre était entrouverte. Il est sorti par les portes-fenêtres du patio, les refermant derrière lui, mais sans les verrouiller. Sur le chemin du retour, il s'est arrêté pour discuter brièvement avec un autre touriste. C'est aux alentours de 21h15 qu'un événement clé s'est produit, un événement qui deviendra l'un des piliers de l'enquête initiale. Jane Tanner, l'une des amies du groupe,
a quitté le restaurant pour aller voir sa propre fille. Sur le chemin, elle a rapporté avoir vu un homme transportant un enfant en pyjama rose clair, s'éloignant de la direction de l'appartement des McCann. Elle l'a décrit comme étant blanc, aux cheveux sombres, mesurant environ 1,70 m, avec une apparence qui ne semblait pas être celle d'un touriste. Cet homme de tanneur est devenu une piste centrale, menant initialement les soupçons vers la maison d'un résident local, Robert Murat. Des années plus tard, cette piste s'effondrera de manière spectaculaire lorsque Scotland Yard conclura que l'homme était très probablement un touriste britannique innocent, ramenant sa propre fille d'une crèche du complexe. Cette réévaluation a représenté un tournant majeur, mais a aussi fait perdre un temps précieux. Vers 21h30, une autre occasion cruciale a été manquée. Matthew Oldfield, un autre ami du groupe, s'est proposé pour vérifier les enfants des McCann. Il a regardé à l'intérieur de l'appartement et a vu que la porte de la chambre des enfants était maintenant complètement ouverte. Cependant, comme il n'a entendu aucun bruit, il n'est pas entré et a supposé que tout allait bien. Il est retourné au restaurant sans se douter de rien. À 22h précises, le cauchemar commence. C'est au tour de Kate McCann d'aller vérifier. Elle entre dans l'appartement et se dirige vers la chambre des enfants. Elle découvre que le lit de Madeleine est vide. La fenêtre de la chambre est ouverte et le volet est relevé. Paniquée, elle court en sens inverse. Hurlant à travers le complexe jusqu'au restaurant, « Madeleine a disparu, quelqu'un l'a enlevée !» La réponse initiale de la Policia Judiciaria, PJ, la police judiciaire portugaise, a été immédiatement marquée par une série d'erreurs qui allaient hanter l'affaire pendant des années. Les premières heures suivant une alerte d'enlèvement, souvent appelées les heures d'or, sont les plus critiques. Dans le cas de Madeleine, ces heures ont été gaspillées. L'une des défaillances les plus fondamentales a été l'incapacité à sécuriser correctement la scène de crime. L'appartement 5A a été visité par de nombreuses personnes, amis, personnel du complexe, policiers locaux, avant d'être officiellement scellé. Cette contamination a potentiellement détruit ou altéré des preuves médico-légales irremplaçables, comme l'ADN d'un éventuel intrus. De plus, des retards critiques ont été observés dans la mise en place de barrages routiers et dans l'organisation de fouilles systématiques des résidences voisines. Ces mesures, si elles avaient été prises rapidement, auraient pu piéger le ravisseur dans la région. L'enquête initiale, plombée par ces erreurs, a été officiellement classée sans suite en juillet 2008, un peu plus d'un an après la disparition, laissant la famille dans une incertitude totale et le public dans la confusion. Le coût de cette première phase d'enquête, en termes de ressources financières et de temps perdu, était déjà considérable. Le premier suspect officiel ou arguido a été Robert Murat, un consultant immobilier luso-britannique qui vivait avec sa mère à une centaine de mètres de l'Ocean Club. Il a attiré l'attention en se montrant très serviable, offrant ses services d'interprète entre les McCann et la police. C'est une journaliste britannique qui, le trouvant suspect, l'a dénoncé à la police, déclenchant une enquête formelle sur lui le 14 mai 2007. L'observation de Jane Tanner semblait corroborer cette piste, car l'homme qu'elle avait vu se dirigeait dans la direction de la maison de Murat. Cependant, Murat a toujours clamé son innocence, n'a jamais été arrêté et a finalement été totalement blanchi. Il a plus tard poursuivi avec succès plusieurs journaux britanniques pour diffamation, obtenant des indemnités substantielles pour les fausses allégations qui avaient ruiné sa vie. Puis en l'espace de quelques semaines, l'enquête a pris un virage à 180 degrés, aussi spectaculaire que dévastateur. Les enquêteurs de la PJ, frustrés par l'absence de pistes solides menant à un ravisseur, ont commencé à développer une nouvelle théorie. Et si Madeleine n'avait jamais été enlevée? Ils se sont mis à croire qu'elle était morte accidentellement dans l'appartement et que ses parents, Kate et Jerry, avaient mis en scène un enlèvement pour couvrir la vérité. Cette théorie a été ardemment défendue par le coordinateur de l'enquête de l'époque, Gonçalo Amaral. Même après avoir été démis de ses fonctions pour avoir critiqué la police britannique, Amaral a persisté, publiant un livre intitulé « Madi, a verdade da mentira » Madi, la vérité du mensonge, où il détaillait sa thèse. Les McCann l'ont poursuivi en justice pour diffamation, déclenchant une longue et coûteuse bataille juridique qu'ils ont finalement perdue devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le 7 septembre 2007, Kate et Jerry McCann ont été officiellement déclarés arguidos.
Ce statut a été levé en juillet 2008, mais le mal était fait. La suspicion avait été semée et elle ne les quitterait plus jamais complètement. Des années plus tard, en 2023, il a été rapporté que la police portugaise avait présenté des excuses formelles aux McCann pour la manière dont ils avaient été traités. Mais sur quoi reposait cette théorie choquante? Principalement sur des preuves circonstancielles et des analyses forensiques qui se sont révélées au mieux ambiguës. Des chiens pisteurs britanniques, spécialement entraînés pour détecter l'odeur de sang et de cadavres, ont été amenés au Portugal. Ils auraient marqué plusieurs endroits dans l'appartement 5A, ainsi que dans le coffre d'une voiture que les McCann avaient loué 25 jours après la disparition de Madeleine. Ces alertes semblaient confirmer la présence d'un corps. Des échantillons prélevés sur ces lieux ont été envoyés au Forensic Science Service, FSS, au Royaume-Uni, pour analyse ADN. Mais les résultats, très attendus, ont été officiellement jugés non concluants. Le FSS a expliqué que certains échantillons étaient trop complexes, contenant l'ADN de plusieurs personnes, ou que la quantité d'ADN était trop faible pour permettre une interprétation fiable. Cette incapacité à produire une preuve scientifique irréfutable a été un coup dur pour la théorie de la PJ, mais elle n'a pas suffi à éteindre les flammes de la suspicion. Le vide laissé par l'absence de preuves claires a été rempli par la spéculation, créant un paradoxe qui a défini l'affaire pendant des années. L'affaire McCann est un labyrinthe de détails et de pistes contradictoires. Chaque élément, comme les résultats ADN ou les témoignages, peut être interprété de multiples façons. C'est ce qui la rend si complexe et si frustrante. Nous allons maintenant voir comment une nouvelle enquête menée par les Britanniques a tenté de remettre de l'ordre dans ce chaos. Si vous trouvez cette analyse détaillée utile, pensez à laisser un like sur la vidéo. Cela nous aide à savoir quel type de contenu vous appréciez et soutient la chaîne dans sa mission de fournir des documentaires de qualité, ce qui nous aide à sécuriser le financement pour de futures productions. En 2011, face à l'impasse de l'enquête portugaise et à la pression incessante des parents de Madeleine et de l'opinion publique britannique, le gouvernement du Royaume-Uni a pris une décision exceptionnelle. À la demande du Premier ministre de l'époque, David Cameron, et de la ministre de l'Intérieur Theresa May, la police métropolitaine de Londres, plus connue sous le nom de Scotland Yard, a lancé une révision d'enquête baptisée Opération Grange. C'était une mesure très inhabituelle, car le crime avait eu lieu en dehors de la juridiction britannique. Elle a nécessité un financement spécial et conséquent du Home Office, le ministère de l'Intérieur. En 2019, le coût total de l'opération dépassait déjà les 11,75 millions de livres sterling, une somme colossale qui témoigne de l'importance accordée à cette affaire. En juillet 2013, cette révision s'est transformée en une enquête criminelle à part entière, menée en collaboration avec les autorités portugaises, puis plus tard allemandes. Dès le départ, l'inspecteur en chef de l'opération Grange, Andy Redwood, a fixé un cap radicalement différent de celui de la PJ. Il a déclaré que la disparition était traitée comme un acte criminel commis par un étranger, probablement un enlèvement planifié ou un cambriolage qui a mal tourné. C'était un rejet total et public de la théorie de l'implication des parents et un retour à l'hypothèse initiale. Pour étayer cette thèse, l'équipe de Grange a noté une augmentation significative des cambriolages dans les appartements de vacances de la région dans les mois précédant la disparition de Madeleine, suggérant un contexte de criminalité opportuniste. Le travail de l'opération Grange a été titanesque. L'équipe a traduit et réexaminé l'intégralité du dossier portugais qui comptait des dizaines de milliers de documents. Ils ont réévalué tous les témoignages et toutes les pistes. Ce travail méticuleux a conduit à des conclusions qui ont redéfini la compréhension de la nuit du 3 mai. La plus importante a été la réévaluation de l'homme de Tanner. Après des années à être considérée comme la piste la plus crédible d'un enlèvement, l'opération Grange a annoncé en 2013 que l'homme vu par Jane Tanner à 21h15 était très probablement un père de famille britannique innocent, qui ramenait sa propre fille de la crèche du soir du complexe. Cette conclusion a retiré une pièce maîtresse du puzzle initial, mais a aussi permis de se concentrer sur d'autres pistes. L'une d'elles était l'observation de la famille Smith. Une famille irlandaise avait rapporté avoir vu un homme, vers 22 ans, soit beaucoup plus près de l'heure où Kate a découvert la disparition,
transportant une petite fille blonde en pyjama dans une rue de Praia da Luz. L'homme semblait maladroit et ne portait pas l'enfant de manière naturelle. Scotland Yard a accordé une grande importance à ce témoignage et a diffusé un portrait robot de cet individu en octobre 2013, le considérant comme une piste crédible et d'un grand intérêt. L'opération Grange a également mené à de nouvelles fouilles sur le terrain. En juin 2014, une vaste zone de terrain vague près de l'appartement 5A a été excavée sous le regard des médias du monde entier. Malheureusement, ces recherches coûteuses n'ont abouti à aucune découverte significative. En 2015, l'opération a été considérablement réduite. La grande équipe d'enquêteurs a été remplacée par une poignée de détectives chargés de suivre un petit nombre de pistes jugées significatives. L'opération Grange a été un modèle de Cold Case Review, appliquant des ressources financières massives et une nouvelle perspective pour tenter de corriger les erreurs d'une enquête initiale défaillante. Cependant, elle a aussi illustré la loi des rendements décroissants. Malgré tous les efforts et tout l'argent investi, le temps qui passe est le plus grand ennemi de la justice. Pendant des années, l'affaire a semblé stagner. Puis en juin 2020, une annonce choc a relancé l'enquête de la manière la plus spectaculaire depuis plus d'une décennie. Les procureurs allemands de la ville de Brunswick ont annoncé qu'ils enquêtaient sur un de leurs ressortissants, un homme de 43 ans nommé Christian Bruckner, pour le meurtre présumé de Madeleine McCann. Le profil de Bruckner a immédiatement glacé le sang de tous ceux qui suivaient l'affaire. C'est un délinquant sexuel multirécidiviste, avec un lourd casier judiciaire incluant des abus sexuels sur des enfants. Fait encore plus troublant, il a été condamné pour le viol, en 2005, d'une femme américaine de 72 ans, commis dans la même ville de Praia da Luz, non loin du complexe Ocean Club. Il purge actuellement une peine de prison en Allemagne pour ce crime. Bruckner a vécu de manière intermittente dans la région de l'Algarve entre 1995 et 2007, vivant souvent dans un camping-car et subvenant à ses besoins par des cambriolages dans les complexes touristiques. Il correspondait parfaitement au profil du prédateur qui aurait pu se trouver dans la région au moment des faits. Le dossier contre Bruckner est en grande partie circonstanciel, mais il repose sur plusieurs piliers solides. La preuve la plus critique est une donnée de téléphonie mobile. Un téléphone portable enregistré au nom de Bruckner a borné, c'est-à-dire qu'il s'est connecté à une antenne relais, à proximité immédiate de l'Ocean Club dans la soirée du 3 mai 2007, recevant un appel d'une trentaine de minutes juste avant l'heure de la disparition. Cet élément le place physiquement sur la scène de crime, au moment pertinent. Ensuite, il y a les témoignages. Un informateur clé, Helge Busching, a affirmé aux autorités que Bruckner lui aurait fait un commentaire extrêmement suspect lors d'un festival en 2008. Alors qu'il parlait de la disparition de Madeleine, Bruckner aurait dit « Elle n'a pas crié ». Un autre témoignage plus tardif suggère que Bruckner aurait fait une confession à un ami alors qu'il était ivre, en 2017. Enfin, la police allemande est en possession d'un ordinateur portable et d'un disque dur de 80 Go, saisi dans une ancienne usine désaffectée appartenant à Bruckner. Les enquêteurs pensent que ces appareils pourraient contenir des images de son séjour au Portugal et des informations potentiellement cruciales. Malgré leurs déclarations publiques très affirmées, le procureur allemand a déclaré « Nous supposons que la fille est morte », les autorités allemandes n'ont toujours pas formellement inculpé Bruckner dans l'affaire McCann. La raison est simple, il manque de preuves définitives du pistolet fumant. Cette situation a conduit à une série de nouvelles recherches très médiatisées au Portugal à la demande de l'Allemagne. En mai 2023, une vaste zone autour du barrage d'Arad, un endroit que Bruckner fréquentait, a été fouillée. Quelques objets, comme des lambeaux de vêtements, ont été trouvés, mais aucun lien concluant avec Madeleine n'a été annoncé. En juin 2025, de nouvelles fouilles d'envergure ont eu lieu près d'une maison que Bruckner aurait utilisée, sans plus de résultats publics. La situation juridique de Bruckner ajoute une pression immense. Sa peine pour le viol de 2005 doit se terminer en septembre 2025. C'est une course contre la montre pour les procureurs, qui doivent construire un dossier suffisamment solide pour le maintenir en prison avant sa libération potentielle.
L'enquête sur Christian Bruckner est un cas d'école de la construction d'un dossier de meurtre sans corps, reposant presque entièrement sur des preuves indirectes. Chaque jour qui passe, le coût de la détention et de l'enquête continue de s'accumuler, ajoutant une pression financière à l'urgence judiciaire. Près de 2 décennies se sont écoulées depuis cette nuit fatidique de mai 2007. Le visage de Madeleine McCann est gravé dans la mémoire collective mondiale. Pourtant, la question fondamentale demeure. Que lui est-il arrivé? Aujourd'hui, l'enquête est toujours active, mais elle est presque exclusivement concentrée sur un seul homme, Christian Bruckner. La théorie du rapt par un étranger est la piste officielle. Elle est soutenue par des preuves circonstancielles fortes, le profil de Bruckner, son casier judiciaire, sa présence dans la région et surtout les données de son téléphone portable. Mais cette théorie est fragilisée par l'absence totale de corps ou de toute preuve médico-légale le reliant directement à Madeleine ou à la scène de crime. La théorie de l'accident suivie d'une dissimulation par les parents, autrefois au centre de l'enquête portugaise, est aujourd'hui largement discréditée par les autorités. Elle a été alimentada par les erreurs de l'enquête initiale, des incompréhensions culturelles et des preuves forensiques ambiguës qui n'ont jamais été corroborées. Il n'existe aucune preuve crédible pour la soutenir. D'autres possibilités, comme un cambriolage qui a mal tourné, restent plausibles mais manquent de suspects ou de pistes tangibles. L'affaire Madeleine McCann reste non résolue en raison d'une confluence tragique de facteurs. L'échec initial à protéger la scène du crime a entraîné une perte irrécupérable de preuves. Le vide médico-légal qui en a résulté a empêché toute théorie d'être prouvée de manière irréfutable. Et le passage inexorable du temps a rendu les souvenirs des témoins moins fiables et les pistes matérielles plus froides que jamais. Cette affaire est devenue un phénomène culturel, une histoire sur l'amour et l'angoisse de parents, sur la faillibilité de la justice et sur la nature parfois destructrice des médias. La quête pour retrouver Madeleine est devenue une quête pour une vérité qui s'est peut-être perdue à jamais dans les premières heures de cette nuit de mai. Ses parents, Kate et Jerry approchant de la soixantaine, continuent leur combat, soutenus par les dons du public qui financent leurs recherches privées. Comme ils le disent avec une simplicité déchirante, l'absence fait toujours aussi mal. Merci d'avoir regardé cette enquête de traces perdues. Le cas de Madeleine McCann est un rappel poignant que derrière chaque gros titre, il y a une tragédie humaine et des questions qui exigent des réponses. Si ce format vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire avec vos réflexions sur l'affaire et d'activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Votre soutien est la ressource la plus précieuse pour que nous puissions continuer à explorer ces histoires complexes.